L'invité de la matinale. KTO Radio. Avec un été marqué par le chaos parlementaire et les Jeux olympiques, la crise en Nouvelle-Calédonie est quelque peu passée sous silence. Pourtant, en juillet, pas moins de 5 églises, chapelles ou presbytères, dont l'église historique de Saint-Louis près de Nouméa, ont été incendiées. Alors, plus de 3 mois après les émeutes, l'île reste profondément affectée. Pour en parler, on reçoit ce matin, et j'ai le plaisir de recevoir Alain Christnard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en studio. Vous êtes haut fonctionnaire, ancien commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1994. Vous étiez arrivé en 1980 là-bas et notamment co-auteur des accords de Nouméa en 1998. Je vous propose de faire un point sur la situation, mais aussi de comprendre pourquoi l'Église est également prise pour cible. Alors, pour commencer, tout d'abord, rappelez-nous en quelques mots ce qui s'est passé à partir de mai dernier. Oui, j'en parlais il y a quelque temps avec le père Apikawa, qui est vicaire général, qui est un Kanak de l'île des Pins, une des îles où d'ailleurs l'église a brûlé. Donc depuis mai, c'est assez terrible. Enfin, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été détruites, il y a eu des morts. 11, ouais. Il y a eu des établissements publics qui ont été détruits, des écoles, des internats, des centres de formation. Et puis il y a eu en effet les églises. Alors il faut essayer de comprendre, évidemment. Hein, Et on va essayer de voilà. comprendre. Vous êtes là aussi pour ça et pour comprendre les raisons de ces émeutes. Pour vous qui ont débuté en mai dernier, pour vous, il faut revenir aux années 1980 et notamment les accords de Matignon. Expliquez-nous. Euh, Moi, je commencerai, mais rassurez-vous, je vais passer vite par le 19e siècle. Ah, vous irez encore avant, oui. Puisqu'on est à KTO, je cite l'année 1843, où Monseigneur Douard célèbre la première messe. Donc ça, c'est l'arrivée de l'Évangile. Et 150 ans plus tard, en 1993, moi je suis au commissaire, vous l'avez dit, on célèbre le 150e anniversaire. Le cardinal Lustiger vient et il voit sur une porte de l'archevêché de Nouméa une inscription en grec qui dit « La Nouvelle-Calédonie, le nombril du monde ». Ça l'a beaucoup marqué. Et pourquoi le nombril du monde ? Parce qu'au fond, le monde entier et ses événements sont passés là. Alors, pourquoi ? Eh bien, au départ, il y a les Kanaks. Bon, ce sont des indigènes, ils n'ont pas le droit de vote, ils l'auront qu'en 1946 et encore par étapes. Mais peu à peu, il y a des bagnards qui viennent. Et il y a des personnes condamnées en tant que communards, dont Louise Michel, dans Rochefort. Puis, il y a le nickel à partir des années 70. Et donc là, il y a, pour travailler sur les mines, des personnes qui viennent d'Asie, des Vietnamiens, des Indonésiens, des personnes qui viennent d'Océanie, etc. Et finalement, tout se concentre là, comme se concentrent aussi les problèmes de la décolonisation, et qu'on essaye évidemment peu à peu de résoudre. Alors, en 84, les choses se dégradent. Donc, il y a des troubles, des Kanaks qui sont devenus minoritaires, point très important. Il y a eu d'importantes violences voilà, à ce qui étaient moment-là. autonomes, etc. Et Choro, un des leaders Kanaks, brise une urne. Ça, c'est très important, parce que ça veut dire, on retrouve ce problème de qui vote, ça veut dire on n'accepte pas d'être minoritaire, de peu d'ailleurs, hein, c'est le premier groupe. Et donc voter, ça n'a pas de sens, parce que les Kanaks, ils perdront toujours, parce qu'ils votent encore, et ils sont minoritaires. Voilà. Donc, il y a Ouvéa, le drame d'Ouvéa, l'armée française, pour la première fois depuis l'Algérie, qui assure un maintien de l'ordre meurtrier, évidemment, après une prise d'otage elle-même meurtrière. Et puis, il y a quand même ce bilan des années 80. Il y a 90 morts. Rapporté à la population française, s'il y avait eu le même taux de morts, ça faisait 30 000 personnes. Ça, on oublie souvent. Alors, il y a les accords de Matignon. Alors, les accords de Matignon, l'Église, elle est très présente. Elle est présente. Et dans la mission du dialogue, vous savez, qui essaye de préparer les accords de Matignon, il y a Monseigneur Guiberto. Il y a aussi des leaders protestants. Tout le monde essaye de rétablir, comme on dit, le fil du dialogue.
c'est déjà aussi l'Église et le protestantisme qui avaient formé les Kanaks à la vie politique quand ils avaient obtenu le droit de vote. Donc l'Église était fort présente. Donc les accords de Matignon, tout va bien, 88, on décentralise, on s'efforce de former, parce qu'il y avait très peu de Kanaks dans les postes de responsabilité, et puis on dit on fait un référendum 10 ans plus tard. Puis au bout de quelques années, tout le monde se met d'accord, les indépendantistes et les autres, pour dire 10 ans, c'est pas grand-chose finalement. Pour transformer une société, on va encore se déchirer. Donc on cherche un autre accord, c'est l'accord de Nouméa. Là on dit on va faire 20 ans. Là 20 ans, on a l'impression que c'est beaucoup plus. Donc on décentralise encore davantage. Rappelez-nous Voilà. juste en quelques mots les accords du Nouméa. Qu'est-ce qu'ils ont donné au final sur C'était sur quoi ça a abouti? c'était la prolongation des accords de Matignon, hein. Donc il y a des provinces, elles ont des pouvoirs importants. Peu à peu, les compétences de l'État sont transférées à la Nouvelle-Calédonie. Il y a un effort de formation. On construit des usines de nickel pour pas exporter le nickel brut vers le Japon ou d'autres pays. Et puis il y a un préambule dont le cardinal Lustiger m'avait dit c'est inspiré par l'humanisme chrétien. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Et Rocard avait dit c'est un signe de civilisation qui est très important parce qu'il dit tout le monde est légitime. Évidemment, les Kanaks sont légitimes, mais les autres qui ont construit le pays sont légitimes. Donc c'est la concorde, il y a des crédits publics en masse, voilà. Et puis peu à peu, on arrive aux 20 ans. Il y a les 3 référendums prévus. Le premier, les indépendantistes ont 43%. Le deuxième, ils en ont 47%. Le troisième a lieu, mais ils s'abstiennent parce qu'il y a eu le Covid. Certains disent c'est un prétexte, d'autres disent c'était une vraie raison, cérémonie coutumière, mort, etc. Et puis depuis, on cherche un compromis et on ne l'a pas trouvé, notamment sur cette question du corps électoral, parce que l'accord de Nouméa avait exclu pour les élections aux institutions locales, provinces et congrès, des gens qui étaient arrivés après 1998, ce qui ne pouvait pas évidemment durer très longtemps. Mais certains indépendantistes refusaient toute ouverture, d'autres voulaient une ouverture dans le cadre d'un accord global. Enfin bref, depuis, on ne trouve pas d'accord et une minorité crée un trouble, c'est sûr. Mais ce qui est fondamental, c'est que maintenant, tout le monde réagit selon sa communauté. Ça, c'est un peu l'échec des accords. Parce que dans les résultats des référendums que je vous dis, 90% des Kanaks votent pour l'indépendance. Et on l'a dit en introduction, l'Église catholique a plusieurs fois été prise pour cible Oui. cet été. On l'a dit également, notamment l'église Saint-Louis dans la commune de Mont-d'Or. Et c'est pas un hasard que cette église ait été prise pour cible. Oui, alors c'est pas la seule, hein. Je parlais Oui. du Père Rapikawa, celle de l'île des Pins aussi. C'est consternant, on en a pas mal parlé tous les deux. Alors il y a 3 explications possibles, hein. Vous en avez 3 en tout cas. Première, des jeunes moins jeunes d'ailleurs, qui détruisent. Ils sont animés, contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas simplement des pillards, même s'il y en a qui pillent, s'il y a une raison politique, un peuple qui veut pas mourir, mais c'est pas le bon moyen, je crois, hein. Mais enfin, en tout cas, il y a la violence. Dans la violence, on détruit tout, et pour beaucoup, le christianisme a quand même reculé, comme ailleurs, hein. Les églises, c'est un bâtiment comme un autre. J'y crois pas trop, c'est la première explication. Deuxième explication, il y a une partie des Kanaks minoritaire, hein, parce que les indépendantistes sont condamnés, c'est assez clairement, ces destructions d'églises. Et pour une partie des Kanaks, il y a une espèce de fondamentalisme kanak, c'est-à-dire, comme je le disais d'ailleurs, l'évangile, il a été apporté en même temps que la colonisation. Et nous, avant, on avait nos coutumes, on avait les ancêtres, etc. Donc on rejette tout. Et la troisième, qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de temples protestants qui ont été détruits. C'est que l'Église catholique, à la différence du protestantisme, beaucoup inspiré par l'Océanie, voire par les États-Unis, etc., s'est clairement prononcé pour l'indépendance, et pas l'Église catholique. Voilà. Donc, je n'y vois pas une guerre contre l'Église, j'y vois l'action de tendance minoritaire, mais enfin, en tout cas, il y a un tabou qui a sauté, et ça, c'est très préoccupant. Comme au fond, en 88, avec la mission de dialogue et avant les accords de Matignon, on a l'impression que c'est tout le tissu social qui s'est déchiré, quoi. Vous parlez du tissu social et aussi le tissu
économique. Le Congrès de Nouvelle-Calédonie a adopté la semaine dernière une résolution demandant une aide financière de 4,2 milliards d'euros pour faire face à ces émeutes et aux dégâts que vous avez expliqués. Économiquement, dans quelle situation se trouve Il y a l'archipel? 20% de chômeurs et en plus du phénomène des destructions, il y a la crise économique du nickel, qui fait que le nickel calédonien, enfin le transformé dans les usines, n'est plus compétitif pour différentes raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Donc il faut évidemment reconstruire, il faut créer du pouvoir d'achat, parce qu'il y a des gens qui n'ont plus de ressources. Bon. Mais évidemment, il faut reconstruire pour que ça ne soit pas détruit. Donc les aides, elles arrivent. Le gouvernement actuel, certes intérimaire, mais a débloqué des crédits. Mais évidemment, il faut un accord politique. S'il n'y a pas d'accord politique, on reste dans la fragilité. Et les investisseurs ne vont pas investir s'il y a ce risque de nouvelles destructions. Et évidemment, l'absence de gouvernement pour s'engager ne facilite pas l'accord politique. Ouais, pèse encore davantage sur cette situation. J'aimerais bien, malgré tout, en cette fin d'interview, d'essayer de voir si l'unité reste possible quand même, selon vous, et déjà dans quelle mesure les églises chrétiennes, qu'elles soient catholiques ou protestantes, peuvent-elles jouer un rôle pour sortir de cette crise? Il faut toujours espérer. De toute façon, c'est les communautés. Il y a les Européens, les Kanaks, il y en a d'autres. Il y a les Wallisiens et Futuniens qui sont très catholiques. Elles sont condamnés à vivre ensemble. Enfin, je veux dire, les Kanaks ne vont pas partir, les Européens non plus, ils sont nombreux. Il y a des solutions que je trouve extravagantes et très dangereuses qui sont envisagées, chacun chez soi, on fait des murs. Ça, c'est les murs. Comme le pape l'a dit d'ailleurs dans d'autres cas de figure historiques, ça ne marche jamais. Donc on est condamné à s'entendre, alors c'est compliqué, il faut trouver des solutions. Les églises, oui, dans la mesure où elles sont encore entendues quand même par pas mal de monde. Les Kanaks, notamment, restent chrétiens quand même, en grande majorité, avec une pratique religieuse qui, je crois, est plus importante que chez les Européens, pas que chez les Wallisiens, mais chez les Européens. Donc oui, il faut se parler. La difficulté, c'est qu'on a l'impression d'être revenu avant les accords de Matignon, et donc il n'y a plus tellement la foi au sens profane. Je veux dire, il n'y a plus tellement l'espoir de recommencer ce qu'on a déjà fait, qu'on croyait définitif et dont on a l'impression que ça a échoué. Mais il ne faut pas se décourager, évidemment. On verra si un autre processus peut s'entamer. En tout cas, merci beaucoup. Merci à KTO de m'avoir accueilli. Mais merci à vous pour toutes ces explications. Je pense que les auditeurs et moi le premier, on y voit plus clair sur cette situation et on va continuer à suivre ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et je rappelle à nos auditeurs que vous avez été présent en tant que haut fonctionnaire en Nouvelle-Calédonie de 1980 à 1994. Merci beaucoup Alain Christnert et bonne journée. Merci à vous.